Ces dernières années, la parole ne cesse de se libérer autour des violences sexuelles. Pourtant, la souffrance des victimes de viols et d'agressions sexuelles reste méconnue, souvent incomprise. Le procès de Joël Le Squarnec risque à son tour de soulever plusieurs interrogations. Ce chirurgien aurait profité de son statut pour abuser pendant plus de 30 ans près de 300 de ses jeunes patients. Certains d'entre eux étaient endormis au moment des agressions, mais ils confient avoir tout de même gardé des séquelles. Un mal-être qu'ils gardaient en eux bien avant la révélation des enquêteurs suite à la découverte des carnets du pédocriminel où il avait consigné tous ses abus. Comment cela est-il possible ? Comment réagit le cerveau lors de violences sexuelles et quels sont les traumatismes que cela provoque ? Autant de questions qu'Aurore Mallet-Carras, docteur en neurosciences et sexologue, a étudiées. Elle suit également plusieurs victimes présumées de Joël Le Squarnec qui auraient été agressées sexuellement et violées par l'ancien chirurgien. Europe 1, au cœur de l'actu. Aux yeux de la loi française, une différence est faite entre un viol et une agression sexuelle. D'ailleurs, dans l'opinion publique, on considère souvent qu'une agression est moins grave qu'un viol, qu'elle serait moins traumatisante. Pourtant, le cerveau réagit exactement de la même façon dans les deux cas. La loi française sépare l'agression sexuelle et le viol. La seule différence entre l'agression sexuelle et le viol, c'est que dans le viol, on va avoir une pénétration. Et ça, c'est hérité du droit romain. Donc c'est assez vieux. Ça n'est pas le cas dans le droit pénal international. Ça n'est pas le cas dans le droit pénal d'autres pays. Et c'est fait partie des discussions et des réflexions qui existent en France. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux catégories ? Est-ce qu'on pourrait pas les mettre ensemble parce que le cerveau réagit exactement de la même manière si c'est une agression sexuelle ou si c'est un viol. Donc cette catégorisation qu'on fait dans la loi n'a pas d'écho dans l'impact que ça va avoir pour les victimes. Donc, qu'est-ce que ça fait pour le cerveau ? En fait, quand on est soumis à un stress très très intense, très très fort, le corps va sécréter énormément d'hormones pour nous protéger ou pour, nous mettre dans une réaction de combat ou de fuite. Par exemple, cette hormone, ça va être l'adrénaline et le cortisol. Mais quand l'agression est très très forte, le cerveau va être inondé de cortisol qui, à haute dose, va être un neurotoxique. Il va tuer des neurones. Donc, ce que va faire le cerveau pour se protéger, c'est qu'en fait, il va littéralement faire une vasoconstriction à certains endroits. Donc, en fait, il va fermer les robinets d'arrivée de sang dans certains endroits. Et ça va provoquer le mécanisme de sidération. Donc la sidération, c'est le petit lapin qui est dans les phares de la voiture qui n'arrive pas à bouger. Alors qu'un lapin, ça court quand même très très vite. Mais en fait, il y a une voiture qui arrive à 50 mètres. Le lapin aurait le temps de partir. Il n'arrive pas. On dit qu'il freeze. Il est gelé. Donc ça, c'est typiquement le mécanisme de base. On va avoir exactement pourquoi la personne ne s'est pas défendue. Parce qu'en fait, biologiquement, physiologiquement, ça n'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec un tempérament, ça n'a rien à voir avec une caractéristique particulière de la personne, de la personnalité, voire même du moment. C'est quelque chose qu'on va retrouver à tous les échelles des vertébrés. Donc c'est réellement un processus biologique issu de l'évolution contre lequel on ne peut rien. Après une agression sexuelle ou un viol, il arrive que certaines victimes oublient ce qu'elles ont vécu. Elles peuvent conserver des séquelles, un mal-être, mais elles n'arrivent pas à identifier la cause. Et c'est parfois des années plus tard que des souvenirs refont surface. Ce phénomène intrigant est en réalité une protection du corps et du cerveau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est la conséquence de ce que j'expliquais avant, puisque les zones qui vont être protégées, non irriguées pour être protégées du cortisol, ça va être des zones qui sont très très importantes pour la formation d'un certain type de souvenirs qu'on appelle les souvenirs déclaratifs. C'est les souvenirs qu'on peut rappeler. Donc les souvenirs déclaratifs, c'est Tokyo, c'est la capitale du Japon, c'est j'ai passé mon anniversaire de 7 ans à Disneyland, etc., etc. Donc là, étant donné que ces zones-là qui forment ces souvenirs-là ne sont pas irriguées, en fait, le cerveau n'arrive pas à construire ces souvenirs, mais les informations vont être encodées de manière différente, notamment dans d'autres types de mémoires qui vont être des mémoires physiques, des mémoires réflexes, des mémoires d'émotions, des mémoires de sensations. Et ça fait que les victimes souffrent quand même, mais n'arrivent pas à déclarer, à vraiment faire le lien entre un souvenir particulier et les émotions. Pour plein de raisons qu'on comprend pas d'ailleurs très très bien en neurosciences, on sait que les personnes peuvent avoir des bribes de souvenirs ou pas du tout de souvenirs.
Donc il est possible que parce que le souvenir ne se forme pas, il n'y aura jamais de souvenir à rappeler à part la douleur physique et corporelle, ce qui est très compliqué pour les victimes. Et comme c'est quelque chose dont on parle peu dans le grand public, les personnes se trouvent très très démunies face à ça. Pourtant, en réalité, c'est quelque chose qui est très très bien décrit en neurosciences. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est comme une bombe à retardement. En fait, les personnes savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a plein d'autres symptômes, mais on n'arrive pas à les rattacher au traumatisme. On dit que dans le trauma, c'est le corps qui compte les points. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. C'est la mémoire, elle est là, mais elle n'est pas déclarable, elle n'est pas verbalisable. Donc, c'est très fréquent qu'il y ait... alors, des fois, les personnes ne se souviendront jamais. C'est très important de comprendre que, en fait, c'est le cerveau et le corps qui se protègent. C'est pas une défaillance de la personne, c'est au contraire comme ça que ça doit se passer. Et un corps qui fonctionne correctement, c'est un corps qui protège et c'est un corps qui va décider quand est-ce que la personne est prête ou pas à retrouver, le souvenir. Ce qu'on va avoir aussi, c'est des amnésies traumatiques qui vont être levées lors de situations similaires ou lors de situations qui rappellent les mêmes douleurs. Donc, on va avoir des personnes qui vont subir d'autres agressions sexuelles 20 ans après, et cette nouvelle agression sexuelle va leur faire se rappeler que quand elles étaient petites, c'est ça qui s'est passé. Ça peut être lors d'accouchement, ça peut être beaucoup plus tard. Enfin, il peut y avoir plein de situations qui vont faire que l'amnésie traumatique, en fait, va se lever. Dans le cas de l'affaire Le Squarneck, certaines victimes déclarent avoir eu des flashs, des bribes de souvenirs des abus du chirurgien, alors qu'elles étaient sous anesthésie, donc inconscientes au moment des faits. Alors, la question des flashbacks, elle est très très importante dans la mémoire traumatique. Donc, la mémoire traumatique, elle peut avoir, ça peut amener une amnésie totale. On ne se rappelle de rien, mais en général, souvent on a des amnésies partielles et il y a quand même des informations qui sont présentes. Sous anesthésie, le corps va se souvenir, mais du coup, va y avoir ce qu'on appelle des rappels, donc des situations, des odeurs, des sons, des choses particulières qui vont aller réactiver littéralement le réseau neuronal et qui vont faire que lors de ce rappel-là, le cerveau va quand même réagir, il va quand même envoyer des flashs très très brefs, souvent très intenses, à la personne, et les personnes vont avoir des intrusions d'images, de sons, de sensations, de sentiments qu'ils ne savent pas expliquer. Ça a été un vrai problème dans le milieu médical, dans le milieu de la psychiatrie, parce que très souvent, on va dire que ces personnes soit ont des hallucinations, soit sont schizophrènes. Donc il y a un vrai problème. On va avoir notamment en France, énormément de mauvais diagnostics de personnes qui en fait sont des victimes de violences sexuelles, souvent quand elles sont enfants, et qui vont être diagnostiquées à tort, bipolaires, schizophrènes, avec des hallucinations, etc., alors qu'en réalité, c'est des symptômes de trauma. Il arrive aussi que les victimes, dans un mécanisme de défense, se dissocient lorsqu'elles racontent leurs agressions. Une manifestation qui peut être déstabilisante, mais qui est importante à identifier pour bien prendre en charge la parole des victimes. La dissociation, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très très fréquente dans les récits de violences sexuelles. C'est dû à ce court-circuit neuronal dont j'avais expliqué tout à l'heure la raison. En fait, ça va faire que le corps se déconnecte, l'esprit va vraiment se déconnecter du corps, et on va avoir des personnes qui vont dire « j'ai l'impression de me voir à la troisième personne ». Parce que je n'ai plus pu bouger, je n'ai plus pu parler, il n'y a plus de son, j'ai été totalement figée. Mon corps est un peu comme sorti de moi. C'est un mécanisme de protection. Enfin, je suis sortie de mon corps, je me suis dissociée, et c'est un mécanisme de protection. Le corps va enregistrer ce mécanisme de défense, et souvent, dès qu'il va y avoir des éléments qui vont rappeler la situation ou l'événement traumatique, le cerveau va se remettre dans cet état de dissociation pour se protéger. Ça peut être très perturbant parce qu'on va avoir des fois des victimes qui vont parler de manière extrêmement détachée, voire en blaguant, de ce qui s'est passé, en faisant de l'humour, etc. Parce qu'en fait, le fait de se reconnecter émotionnellement à cette souffrance, c'est beaucoup trop fort.
Donc, c'est quelque chose qui est très très important de connaître pour pouvoir bien accompagner les victimes, qu'on soit professionnel de loi, professionnel de santé, mais aussi proche, la famille, les amis, etc., pour comprendre que c'est comme ça que ça se passe d'un point de vue neurologique. C'est pas la personne c'est pas la personne qui est folle, c'est littéralement un processus hérité de millions d'années d'évolution. C'est comme ça que ça marche. C'est une défense, le corps se défend, le cerveau se défend, c'est un mécanisme de protection. Les traumatismes liés au viol et aux agressions sexuelles sont parfois minimisés. Pourtant, la douleur, elle, est bien réelle. Les violences sexuelles vont avoir énormément d'impact sur plein d'aspects de la vie de la personne, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile de les relier au trauma. Et donc, on va avoir plein de comportements qui vont faire souffrir les victimes, qui vont aller de troubles du comportement alimentaire, des conduites addictives, de l'automutilation, des troubles anxieux, des problèmes de sommeil, et évidemment, toute la sphère relationnelle va être impactée. Aussi parce qu'il y a la question de faire confiance qui est forcément assez présente en fait. Donc, notamment quand les victimes sont jeunes, elles attendent à être soignées, protégées, les parents sont impuissants. Donc en fait, le sentiment de solitude face à la douleur va forcément impacter la relation à l'autre. Donc il y a aussi des cas où les enfants ne sont pas crus, ne sont pas aidés. Donc forcément, toutes ces mauvaises gestions des violences sexuelles, notamment dans l'enfance, vont avoir énormément d'impact. Et les premiers impacts, c'est les vies relationnelles. Et je dis bien relationnelles au sens large parce qu'il y a des personnes qui vont avoir vraiment des problèmes pour louer des liens simples d'amitié. Ça va avoir des impacts aussi au travail. Parce qu'il faut faire confiance avec nos collaborateurs, nos chefs, nos subordonnés, etc. Et évidemment, dans l'intimité, on va quasiment systématiquement retrouver des impacts qui vont de difficultés à être vulnérables à des impossibilités, à avoir toute forme de contact sexuel, où des fois ça va se limiter à certaines pratiques. Et là, encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est vraiment propre à chaque histoire. Ce qui est particulièrement choquant dans le cas de Joël Le Squarnec, c'est qu'il aurait profité de son statut de chirurgien, de médecin, pour agresser ses victimes, des jeunes victimes venues se faire soigner en ayant une pleine confiance. Là, ce qui est très problématique, c'est que normalement, l'hôpital, le médecin, c'est des figures de pouvoir, c'est des endroits où normalement on est là pour se soigner et on est là pour être en sécurité. Donc, c'est d'autant plus perturbant parce qu'il y a une dissonance entre la figure de la personne qui est là pour nous faire du bien et qui, en fait, est notre bourreau. C'est d'autant plus perturbant aussi pour les parents. Donc, les enfants se sont retrouvés dans une espèce de coincés, en réalité, parce que l'institution ne les a pas protégés. Il y a quelque chose de dissonant, ils y vont pour aller mieux et en fait, ils s'en sortent en étant plus mal. Et les parents ne vont pas avoir idée de ce qui peut se passer. Ce qui permet aux violences sexistes et sexuelles d'avoir lieu, c'est avant tout l'impunité. Quand on est dans un système où on est dans une espèce de monde alternatif, comme ça va être le cas dans l'académie ou dans le monde médical, en fait, c'est un monde à part. En fait, c'est un micro-univers en soi. Un hôpital, il y a le directeur, les chefs de service, etc. C'est très, très hiérarchisé. Parce que c'est aussi hiérarchisé, ça va permettre qu'il y ait des abus de pouvoir. Enfin, il n'y a qu'un pas entre un abus de pouvoir et des violences. En soi, un abus de pouvoir, c'est déjà une violence. Mais comme les personnes sont assez haut placées, jouissent d'une certaine réputation, ils sont assez intouchables. Donc ça, c'est des environnements qui, on le sait, sont un terreau favorable à l'impunité et donc que des personnes puissent commettre des violences sexuelles sans être trop inquiétées et en étant protégées. C'est aussi pour ça que le milieu médical, on le sait, est un milieu particulièrement violent, notamment envers les femmes. Quand on a été victime de violences sexuelles, il est important d'en parler et de ne pas rester seul. Mais la prise en charge et l'accompagnement des victimes restent encore à la peine en France. On est très en retard en France sur ces questions.
pour des raisons vraiment culturelles et historiques. Dans la recherche, on a des travaux sur les traumas, notamment les violences sexuelles, depuis les années 70. Nous, on s'y met à peu près depuis un peu avant MeToo, enfin voilà. Donc, par contre, c'est très important de donner aux personnes un vrai message d'espoir, c'est que, en fait, là, la France est en train de rattraper son retard. Et il y a de plus en plus de médecins qui se forment en traumatologie, il y a des DU qui s'ouvrent, même si on est très 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 en retard. Pour l'instant, moi, je vois vraiment autour de moi des vraies volontés de professionnels médicaux, paramédicaux, pour prendre ces violences en charge de manière spécifique. Il y a des centres de prise en charge de trauma dans des grands hôpitaux parisiens, je pense à Tenon par exemple. Donc comment est-ce qu'on se remet? En fait, il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir des professionnels qui sont formés à ça et peut-être en essayer plusieurs pour voir si les personnes nous conviennent, parce que les personnes sont peut-être très très compétentes, mais il y a aussi quelque chose d'humain en fait dans ce travail de reconstruction. Mais en réalité, on peut vraiment vraiment aider les gens à avancer, à dépasser ça et surtout ne pas rester seul avec sa souffrance. Il y a de plus en plus de policiers qui sont formés à, l'accueil des victimes de violences sexuelles, à prendre un dépôt de plainte, à parler aux enfants, etc. Donc le retard est en train de se rattraper et ça va vite. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose c'est un message qu'on doit vraiment envoyer. Les policiers ont très très peu de moyens. Mais on voit de plus en plus, on l'a très bien vu d'ailleurs dans le cas de Dominique Pénicaud, où des policiers ont bien fait leur enquête. Et de plus en plus, c'est des choses qu'on voit et qu'on entend. Donc c'était pas le cas il y a 10 ans, c'était moins le cas il y a 5 ans, mais ça va vraiment de mieux en mieux. Moi, pour le coup, sur ça, je suis très très optimiste. Et après, c'est juste après une question de moyens. Voilà, les policiers ont pas des moyens infinis, mais l'effort est là, l'enthousiasme est là, la volonté est là. Pour le coup, je suis très optimiste. Pour Aurore Mallet-Carras, il est important que l'État joue son rôle dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, car cela a de réelles conséquences pour toute la société. L'État a un rôle impératif à jouer, fondamental à jouer. C'est extrêmement dangereux de surresponsabiliser les individus pour quelque chose d'aussi sérieux, aussi important que l'éducation des nouvelles générations. En tant qu'individu, on ne peut pas tout faire, on fait de son mieux, mais de toute façon, on n'est pas seul. L'individu, l'humain est un animal fondamentalement social, et les individus ont besoin de s'intégrer au groupe et à la société. Donc c'est aussi vraiment cette interaction entre la société qui doit permettre aux enfants d'être protégés pour bien pouvoir être des citoyens à part entière. L'éducation à la vie amoureuse, relationnelle et sexuelle, c'est une éducation à la citoyenneté. Donc il y a réellement un lien extrêmement fort avec les valeurs de la République française aussi par ailleurs. Et c'est un argument qu'on oublie un petit peu parfois, mais en réalité, on est en plein dans cette volonté de faire, société ensemble, de présenter aux enfants que les modèles qu'ils peuvent avoir à la maison, il y en a d'autres qui existent et que ils peuvent aussi s'en détacher, que si eux, ils ont subi des violences, ils peuvent aller trouver de l'aide. On peut leur expliquer à ces moments-là où trouver de l'aide, par exemple d'appeler le 119, etc. Un enfant qui est victime, c'est pas seulement l'enfant qui est touché, c'est les parents, c'est la famille, c'est la fratrie, c'est les futurs partenaires. C'est pour ça qu'en fait ces crimes doivent être pris très très au sérieux. La déflagration va toucher tout l'entourage. C'est très très important de le souligner, c'est très très important que la société le comprenne, précisément pour qu'on arrête avec cette impunité permanente autour de ces questions, parce que ça a des impacts réels pour toute la société et pas seulement pour la victime. L'affaire Joël Le Squarnec est un cas hors norme qui illustre de nombreuses défaillances. Un procès important qui fera date. Cette affaire, elle est quand même très très représentative des manquements justement de l'État et des manquements institutionnels. Il avait été, déjà dénoncé. On savait déjà que c'était un prédateur envers des enfants. L'institution médicale lui a permis de continuer.
Donc il y a aussi toute la question du MeToo hôpital. On sait que, le milieu médical est un milieu où il y a énormément de violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Moi qui viens du milieu académique, c'est des choses que je sais, que je connais. On n'a pas encore eu de MeToo Academy, mais ça va bientôt arriver, je pense. En France, parce qu'aux États-Unis, c'est déjà le cas. Donc ça fait quelque chose qui est quand même très très. Enfin, voilà, on peut les masques tombent un petit peu. On peut plus se cacher derrière des espèces de d'argumentation nébuleuse comme ça avait pu être le cas jusqu'à très récemment. Les agresseurs ne sont plus protégés, donc il y a quand même quelque chose de très rassurant, mais il y a quand même quelque chose de très très inquiétant de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant des décennies en France où on a réellement permis à des agresseurs de pouvoir travailler en toute impunité et de pouvoir agresser en toute impunité. Donc c'est ça qui est très particulier dans cette histoire. Et il y a quelque chose qui est aussi très intéressant. On a eu exactement le cas avec le procès de Dominique Pénicaud. C'est qu'on va toujours dire aux victimes, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. En réalité, des preuves, on en a. Mais il faut que la police ait les moyens d'aller chercher les preuves, parce que dans ces cas qu'on a eu récemment, en fait, on va avoir des preuves, on va avoir des journaux, on va avoir les agresseurs eux-mêmes qui vont garder des preuves tangibles. Donc, en fait, quand la justice a les moyens, la justice va aller trouver les preuves. Donc, c'est pour ça que ce procès, il est très, très important. Et cette suite de procès qu'on a en France depuis cet été est vraiment en train de marquer un avant et un après en France pour les violences faites aux femmes et aux enfants. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.